Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM 105.1 pour Franco Raptors, votre émission 100% Raptors, 100% en français. C'est toujours Mike Laviole et Patrick Bizindavi pour cet épisode 2 de la saison 2. Salut à toi Patrick. Salut Mike, salut tout le monde. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, deuxième émission de la saison, deuxième saison pour nous. On a pas mal de contenu, donc la saison se rapproche et puis ce sera une bonne discussion aujourd'hui. Bonne discussion aujourd'hui, c'est une belle passe décisive pour parler du sommaire du jour. Le sommaire du jour, il va être plutôt simple en fait. On va traiter de deux sujets. Le premier, on vous en a parlé, on était bien sûr à la journée des médias des Raptors et le camp d'entraînement a commencé puisqu'en fait il a duré toute la semaine. On va revenir là-dessus, quels sont les points clés, les points importants à retenir de ce Media Day et de ce Training Camp. Ça fait beaucoup d'anglais. Mais bon, de cette journée des médias et de ce camp d'entraînement. Et ensuite, on va continuer ce qu'on a débuté la semaine dernière. On va faire le tour des clés pour une saison réussie, cette fois de tous les joueurs du banc. Et il y a de la compétition sur le banc. Darko Rajakovic a dit qu'il allait utiliser une rotation peut-être à 11 joueurs. Ouais. Ça serait assez exceptionnel, mais il y a honnêtement 12 à 13 joueurs qui peuvent postuler dans cette équipe. Donc, on va en parler en deuxième partie. Si on dépasse le temps, la semaine dernière, ça n'a pas été le cas, mais on aura une version longue seulement pour YouTube. On a réussi à tout vous mettre. La semaine dernière, dans la version audio, vous n'avez rien raté. Mais n'hésitez pas à aller vérifier sur YouTube, malgré tout, s'il n'y a pas des petits trucs en plus. On verra aujourd'hui combien de temps ça va nous prendre. Eh bien, on va lancer tout de suite l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti! Et l'actu des Raptors, bien sûr, c'est le jour des médias qui a eu lieu en tout début de semaine. C'était lundi, avant que l'équipe s'envole pour Calgary, pour le camp d'entraînement qui a débuté. On a de la chance, il y a beaucoup de médias qui sont sur place, notamment Raptors République, qui font un point chaque jour assez détaillé dans leur vlog. Un petit shout-out to Samson Falk et S. Bahraini qui font vraiment du très bon travail, mais tous les autres aussi, William Lou qui couvre ça très bien, et tous les médias généraux. On a des très bonnes interviews de Josh Luemberg notamment, qui a les exclusivités en 1 à 1 avec les joueurs. On a des très belles interviews, des très bons articles. Donc, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice sur cette couverture en français. Et on va commencer par cette journée des médias. Patrick, commençons par Darko Rajakovic, qui a été le premier à se présenter sur le podium. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce que Darko a dit? Oui, c'est ça. Donc, Darko était le premier à venir parce que on avait eu Bobby la semaine d'avant. Donc, c'était Darko qui a bien commencé. On voit qu'il a de l'énergie et puis il est content de son équipe, du travail qui a été déjà fait. Et puis, lui, il n'est pas dans le genre, on va être au playoff. Ouais. Lui, c'est, on va progresser 1% par jour. C'est son sens. Donc, il est tout le temps dans le sens du développement. Mais c'était un coach content, c'est sa troisième année. Et puis, il faut aussi rappeler que l'année passée, ils ont donc signé son contrat. Donc, il va continuer à être le coach des Raptors les prochaines années. Donc, il y a une certaine stabilité, il y a une certaine continuité. Et bien sûr, il est revenu sur justement l'effectif parce que c'est une des rares fois où il a toute l'équipe en bonne santé et donc présent au camp d'entraînement et que on l'a vu au Summer League, à la Ligue de l'été, le banc, c'est un banc très compétitif, donc il y aura beaucoup de combinaisons à faire. Donc, il est vraiment revenu là-dessus pendant son intervention. Mais tu vois qu'il est content. Il a eu le temps de travailler avec les joueurs 1 à 1 durant l'été. Ils ont fait beaucoup de voyages, beaucoup de mini-camps entre eux. Mais on voit déjà qu'il a une idée des 5 premiers, des titulaires qui vont être là sur le terrain. Et puis, pour les remplaçants, ça va être fluide. Je ne sais pas ce que tu as retenu, toi, de son intervention. Ben, c'est ça, tu as à peu près tout dit.
Il a souligné que c'était la continuité pour la première fois depuis ces 3 ans. Il n'a pas l'impression de recommencer tout depuis le début, ce qui avait été un peu le cas la première saison, même la deuxième, parce que la deuxième, il a eu quasiment 4 équipes en une saison différente, après les différents transferts de OG, de Pascal. Donc ça, c'est très bien pour lui. La continuité et surtout le discours défense, 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 défense. Alors c'est vrai que la première année de Darko, comme il avait mis en place une attaque qui partage le ballon, qui vraiment se mettait en opposition avec ce que Nick Nurse avait fait avant, on l'avait quand même assez catégorisé comme coach offensif, mais on se rend compte depuis l'année dernière que dans son discours, c'est la défense avant tout, la défense avant tout, et l'attaque qui viendra après. Donc ça, c'est très intéressant de voir que le discours est très défensif. Maintenant, il y a des mots qui sont dits, il y a une confiance, on en a déjà parlé, il y a des questions autour de cet effectif. On va l'aborder quand on va parler de ce qu'on dit, notamment RJ Barrett et Emmanuel Quickley. Mais en tout cas, c'est ça. Volonté de mettre la défense en avant, une défense agressive et de partager la balle en attaque. Ça ne change pas du tout de ce qu'on a eu l'habitude de voir avec lui. Il a souligné la continuité et puis il a souligné qu'il a bien profité de l'été pour réfléchir sur comment s'améliorer. Il a passé un très très bon été. Il y a une excellente interview que je vous conseille avec un média, je crois, grec. Ouais. Excellente interview si vous voulez en savoir plus sur Darko Rajakovic. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. Qu'est-ce que j'avais noté pour lui? Oui, il y avait le thème de l'année. Win for all. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si on peut le traduire en français. Gagner pour tous. Gagner pour tous. Gagner un petit. En gros, c'est ce que tu as dit, c'est gagner un petit peu chaque jour. C'est tout le temps prendre les petites victoires. C'est ça. Donc c'est comme on va venir sur l'intervention des joueurs. C'était un été où il n'y avait pas grand chose. Il y avait à part Sandro qui a joué durant l'été, les autres étaient disponibles pour s'entraîner, pour se préparer. Donc ils ont eu le temps vraiment de travailler sur leur jeu, d'être ensemble. Et puis le thème de la Media Day, c'était Ingram, parce que c'est la nouveauté pour l'équipe des Raptors cette saison. Et Ingram, Scottie Barnes en a parlé. Alors, si Darko Rajakovic n'a pas voulu dire le mot playoff, il a quand même dit beaucoup le mot win. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Après, Bobby Webster, qui n'était pas très Masai Ujiri-esque, si j'ai envie de dire comme ça, très carré, sans en faire trop. Malgré tout, Rajakovic, lui, a quand même dit beaucoup le mot gagner, même si c'est gagner chaque jour un petit peu. Scottie Barnes, lui, a annoncé la couleur. L'objectif de l'équipe, en tout cas pour les joueurs, c'est les séries éliminatoires, c'est les playoffs. Et comme tu l'as dit, il a beaucoup parlé de Ingram, de son apport. Qu'est-ce que toi tu as retenu de Scottie? Oui, c'est quand même une saison qui sera très intéressante parce que pour revenir sur Scottie Barnes, ça va lui être dans sa position naturelle. Donc, il va bien défendre. C'est le meilleur défenseur de l'équipe, on le sait. Et puis, c'est un bon passeur. C'est quelqu'un qui n'est pas selfish, égoïste en attaque. Donc, ça va mettre les choses, les joueurs à leur place naturelle. Et comme Ingram a dit, il n'a pas été engagé pour passer le ballon. Ça, c'était vraiment drôle. Donc, il y aura assez de complémentarité entre Barnes et Ingram. Et le fait que la défense, donc tout le focus est sur la défense et ça va impacter l'attaque. Donc si l'attaque, ça va être beaucoup de paniers en transition et Scottie Barnes est très bon en transition. Il n'a pas besoin de meneur pour monter le ballon, il peut passer tout de suite. Donc ça va être intéressant, la dynamique Barnes-Ingram, mais comme c'est des jeux, c'est des joueurs qui ne sont pas très égoïstes, qui n'ont pas besoin de peut-être Ingram beaucoup plus, mais Scottie Barnes n'a pas besoin de ballon à main pour impacter le jeu. Donc, ça va être un peu intéressant de voir justement cette dynamique entre les deux. Et comme le focus est sur la défense et que c'est vraiment sa défense qui est mise en avant, ce sera vraiment très bien de voir les deux. Autre chose, c'est que en écoutant Ingram et Darko et autres, c'est que les gens essaient de minimiser Ingram comme passeur. Ouais. Mais il est bon passeur,
Donc, ce qui fait que la dynamique entre Barnes et Ingram, ce sera une très bonne dynamique. Et puis, on va avoir peut-être Barnes comme finisseur sous l'anneau, qui va recevoir des passes de Ingram. En tout cas, ce sera vraiment intéressant de voir la dynamique entre les deux. Ouais, et tu fais bien de le souligner. Il y a une petite chose qu'on a peut-être oubliée à propos de Darko. Quand il a parlé de la défense, il a dit tout commence par Scottie Barnes. Donc ça, c'est très intéressant de voir que vraiment ça va être le socle de cette défense. Même si on va avoir des questions sur la défense, on va y arriver. On s'en rapproche là, on s'en rapproche. On va parler de RJ Barrett et de Emmanuel Quickley. Mais je pense que tu as été complet sur Scottie Barnes. Il n'y a pas bien plus à en tirer. Il a expliqué aussi que l'apport d'Ingram, forcément, ça va modifier son jeu et qu'il sera plus finisseur, comme tu l'as dit. Darko Rajakovic aussi a évoqué peut-être le fait d'utiliser plus Scottie en tant que poseur d'écran. Ça, c'est une chose qu'on a un peu moins vue. Mais en vrai, ce qu'il faut dire, c'est vrai que Scottie, sur ses 4 premières années avec les Raptors, il a peut-être eu 4 rôles différents et même parfois un rôle qui n'était pas vraiment défini. Ses premières années, c'était un joueur qui n'avait pas de système appelé pour lui. Il vivait autour de tous les autres et il se débrouillait comme ça. C'est comme ça qu'il a été rookie de l'année. Ensuite, il a été dépendant un peu, il a été le penchant de Siakam. Il profitait des espaces libérés par Siakam. Et ensuite, depuis l'année dernière, en fait, il a fait un petit peu tout, peut-être même un petit peu trop, mais on sait que c'était du développement. Et là, on va avoir vraiment un Scottie Barnes recentré sur un rôle bien précis peut-être pour la première fois de sa carrière avec un vrai rôle défini. Donc, ça va être très, très intéressant. Brandon Ingram, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'il a dit? Oui, c'est ça. Brandon Ingram, la première chose, c'est la santé. Donc là, il y a pas de question. Il va jouer, il est disponible. Et puis, on lui a posé la question sur justement sa relation avec Darko. Ah oui, c'est intéressant. Oui, il a dit que Darko est vraiment intense. Donc, la communication est là. Donc, on voit bien que Ingram, même en dehors du terrain, il aime bien Toronto. Il aime bien faire partie de cette équipe. On lui a posé la question justement sur la différence entre New Orleans et Toronto. La première chose qu'il a dit, c'est les fans. Il a dit, même si l'équipe perd, la salle est toujours au complet. Les fans sont toujours là pour accompagner leur équipe. Contrairement à ce qu'il a observé lorsqu'il était à New Orleans. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Donc là, non seulement il est en bonne santé, il est en bonne relation avec son coach, mais il aime bien être à Toronto, il aime bien être avec ses coéquipiers. Et donc, justement, en parlant de son rôle de passeur, il a dit je suis certain qu'ils ne m'ont pas engagé pour passer la balle. Donc, c'est sûr que ce sera, il faut le dire carrément, ce sera l'option numéro 1 de l'attaque des Raptors. Donc, il a cette responsabilité. Mais comme le système, c'est un système en mouvement, donc on va voir beaucoup d'aspects de Ingram, peut-être qui n'était pas aussi visible lorsqu'il était à New Orleans, mais il est prêt, il est le leader offensif de cette équipe-là. Et puis le fait d'avoir quelqu'un qui est aussi élancé avec Scottie Barnes à côté et Yak derrière, on aura quand même une bonne saison défensive, mais à l'attaque, c'est sûr que le focus sera sur Brandon Ingram. Oui, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que Ingram va donner défensivement parce qu'il a dit que Darko le challenge justement à être meilleur en défense, à montrer autre chose. En plus, il a les tools, il a les outils pour être un défenseur correct, voire très bon. Parce que si on ne lui demande pas de défendre sur la balle, il a des longs bras, il est mobile. Je pense qu'il peut vraiment être un perturbateur pour les équipes adverses. Et voilà. Et même si il a plaisanté sur le fait qu'on ne l'a pas engagé pour passer, depuis 3 saisons, il est à plus de 5 passes décisives par match. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il a dans son arsenal. Et il aura des armes autour de lui pour servir des joueurs qui seront capables de finir, que ce soit à 3 points, que ce soit près du cercle. Donc, franchement, on a vraiment hâte. Et toutes les interviews de Brandon Ingram, pour l'instant, c'est du 100% tout ce qu'on a envie d'entendre. Ouais. Mais c'est aussi ça. Le Media Day aussi, c'est comme j'avais vu sur internet qui rigolait, c'est les 30 équipes visent les playoffs, les 30 équipes reviennent meilleures que jamais, etc. Donc forcément il y a des beaux discours et on va en venir. On arrive à RJ Barrett. Justement, en parlant de RJ Barrett, on a posé la question à Ingram,
quelle est la surprise qu'il a, Oui, il a dit RJ, c'est le joueur qu'il a surpris le plus parce qu'il pensait qu'il était juste un shooter, exact. mais il a découvert d'autres aspects du jeu de RJ Barrett qu'il a aimé. Donc, justement, c'est un pont pour parler de RJ Barrett. C'est une justement. parfaite passe décisive, un petit lay-up. Et on peut parler de RJ Barrett, c'est vrai. Il a dit que c'est un joueur qui lui a montré qu'il n'avait pas forcément besoin du ballon pour être efficace. Et ça va être le rôle de RJ Barrett cette année, justement, d'avoir moins le ballon dans les mains. En tout cas, avec ce 5 de départ où il y aura déjà beaucoup de joueurs avec la balle en main. Moi, la chose sur laquelle je voulais revenir avec toi, c'est RJ Barrett qui a dit « Je ne suis pas un défenseur horrible ». On va avoir besoin de RJ Barrett très bon en défense. On en a déjà parlé la semaine dernière. Cette équipe, elle veut mettre la pression sur le porteur de balle. RJ Barrett s'est préparé pour ça. Il est plus affûté physiquement, ils l'ont dit. On a vu les vidéos de cet été. Qu'est-ce que tu retiens de ce que RJ Barrett a dit, peut-être en anglais, et après on va vous diffuser l'interview qu'on a, enfin les 2 questions qu'on a eues de lui en français. Et pour RJ, je pense que il est revenu sur la fin de saison dernière où il a dit qu'il était très fatigué. Oui. Parce que RJ, comme beaucoup le savent, il fait partie de l'équipe du Canada et les dernières années, à chaque fois qu'il y avait la fin de saison NBA, là c'était la saison avec l'équipe du Canada qui allait commencer, que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit la Coupe du Monde. Donc c'était pour la première fois après une saison qu'il avait le temps vraiment de se reposer, de travailler sur son jeu. Donc il a eu le temps de se reposer. J'ai vu une des interviews il a dit qu'il était parti en Floride pour se reposer puis regarder les finales NBA avant qu'il puisse reprendre les entraînements. Et justement, en ayant l'été à lui, donc il a travaillé sur plusieurs aspects de son jeu. Et il a dit qu'il est au courant des critiques que les gens disent à propos de lui, que ce soit la presse, que ce soit les scouts, que les autres joueurs. La grande critique, c'est par rapport à sa défense. Exactement. Et puis il a dit, je ne suis pas un défenseur horrible, mais on sait que c'est là où il doit vraiment faire beaucoup de progrès, c'est la défense. L'attaque, on sait ce qu'il peut faire. Quand il a la balle, il peut shooter, il peut pénétrer, mais la défense est vraiment son point faible, en plus des lancers francs et des matchs à l'extérieur, comme on l'avait dit la semaine passée. Mais là, comme il est conscient justement de ça, il a travaillé en conséquence, donc physiquement, et puis il a regardé beaucoup de films. On espère qu'il va être on ne demande pas qu'il soit Kawhi au niveau de la défense, mais quand même qu'il ne soit pas que l'attaque adverse sache que c'est lui qu'il faut attaquer. Donc, c'est ça que j'ai retenu des propos de RJ Barrett. Ben, on va écouter RJ Barrett en français qui a répondu à ta question, qui est un peu dans la lignée de ce que tu viens de dire. Il a beaucoup resté. Il a beaucoup resté. C'est une traduction directe pour se dire se reposer. On écoute RJ Barrett et on se retrouve juste après. Go for it, Patrick. Oui, bonjour RJ. Ça fait longtemps que tu as l'été sans être impliqué dans l'équipe du Canada. Ouais. Est-ce que avoir le temps de travailler sur son jeu, est-ce qu'il y a un aspect particulier que tu as décidé de travailler sur ton jeu? Ouais. Et la deuxième question, c'est par rapport à la présence de Brandon Ingram. Qu'est-ce que ça change dans ton jeu de tous les jours? Dans l'été, j'ai resté beaucoup. Alors, ça c'était bien. Et puis, je travaille sur le basket beaucoup, mais je travaille sur tout. C'est pas une chose que je travaille. Alors, ça c'est bien. Et BI, il va être très bien pour nous. Je suis très content. Ouais. Go ahead, Mike. Salut RJ. Ma question c'est, depuis que tu es arrivé à Toronto, les 2 saisons n'ont pas été très compétitives. À quel point tu es excité cette année de enfin avoir une équipe compétitive pour aller jouer les playoffs comme tu l'as dit? Ouais, très excité pour ça. Tu sais, on veut gagner, on doit gagner. Ça, je suis ici pour gagner les matchs, pour aller aux playoffs. Alors, ouais, on est tous très excités pour cette année. Voilà, c'était RJ Barrett qui a répondu à nos 2 petites questions. Il a été plutôt complet pour une fois, on a envie de dire. Oui. Il a fait l'effort, mais c'est pas la première fois qu'à la journée des médias, déjà l'année dernière, il avait plutôt bien répondu. Mais en tout cas aussi, ce qu'il faut remarquer,
c'est que RJ Barrett est dans un très bon état d'esprit. Ah oui. On sent qu'il est heureux, on sent qu'il a envie de prouver. Et tu le disais, il est conscient des critiques. Et aussi, dans un excellent article de Josh Weinberg que je vous conseille, il a expliqué qu'il est conscient que pour des histoires d'argent, il pourrait ne pas être là à l'avenir. Mais vraiment, il a envie de prouver. Il a confié son amour pour Toronto, qu'il voulait finir sa carrière à Toronto. Et il a dit aussi que les résultats, ça peut tout faire oublier. Si l'équipe gagne, il sera payé en fait. Ben, tout simplement, l'équipe va faire l'effort de se débrouiller pour le garder. En fait, c'est ça là. C'est pour ça que c'est une saison très très importante pour RJ Barrett. Parce que si ça marche dans ce 5 de départ, d'une, il sera payé. Et de deux, l'équipe ne voudra pas le transférer. Comment tu vois ça, toi? Oui, c'est ça. Il est vraiment conscient de ça. Et puis, il comprend qu'il y a le basket sur le terrain et puis il y a le business du sport du basket. Donc, ça, c'est vraiment en dehors de son contrôle. Donc, son agent et puis l'équipe des Raptors vont négocier le contrat. Mais il est conscient qu'il y a une possibilité qu'il ne fasse partie de cette équipe à long terme à cause justement des contraintes financières. Mais comme l'avait dit Bobby, les taxes, les salaires, ça compte à la fin de la saison. Donc les Raptors ont toute une saison pour regarder, pour voir ce qu'il faut faire, s'il y a des mouvements à faire. Il y aura certainement des mouvements, mais on ne sait pas qui va partir, qui va rester. Mais RJ est conscient de ça. Et puis ça n'empêche pas qu'il soit dans un bon état d'esprit, que ça ne le perturbe pas du tout, parce qu'il sait ce qu'il a à offrir. Et puis, si on gagne, on va oublier beaucoup de ces aspects-là. Donc, l'idée, vraiment, c'est de bien commencer la saison et puis de continuer à progresser. Si on gagne avec les 5 de départ qu'on a, là, ils seront obligés de le garder parce qu'il est sous contrat pour cette saison et la saison prochaine. La prochaine. Donc, il y aura beaucoup de mouvements à faire parce que on va y revenir, il y a Ochai aussi qui est éligible donc avoir un nouveau contrat. Donc, tout ça, ça va être le travail de Bobby de faire ça. Mais sur le terrain, l'état d'esprit, il est vraiment en bon état d'esprit. Et puis, chaque fois qu'on lui pose une question en français, il est tout content à la fin. Les gens qui regardent sur YouTube ne voient pas ça. Mais nous, on le voit chaque fois. Il dit aux journalistes anglophones, il dit, oui, je peux parler français. Donc, il est vraiment content de pouvoir intervenir en français avec nous. Et puis nous, ça nous fait plaisir aussi parce qu'on a l'occasion justement d'avoir quelqu'un qui peut parler français en plus des autres qu'on va avoir au courant de la saison. Mais je trouve qu'il est bien dans son esprit. Et puis, de toute façon, lui, il est frustré quand il perd. Maintenant, ils n'ont encore pas joué, donc son esprit est... Donc, c'était bien vraiment de converser avec lui. C'est ça, on a vu quand elle a répondu à ma question, très très excité. À l'idée de pouvoir gagner. Mais moi, c'est les retours que j'avais eus, que la saison dernière avait été très très frustrante pour lui parce que déteste perdre. Donc c'était lui, il voulait aller au play-in. S'il y avait eu la possibilité de le faire, il aurait joué à fond pour aller au play-in la saison dernière. Je pense que Scottie Barnes, c'est à peu près pareil aussi. De toute façon, ces joueurs, c'est des compétiteurs. Ouais, ils veulent pas perdre des matchs sciemment. Mais bon, voilà, ça leur a permis d'avoir Colin Murray-Boyles. On n'a pas eu autant de chance que ça à la loterie, mais on va voir ce que ça donne. Avant de prendre une pause, quelques informations en vrac sur le camp d'entraînement. Non, on n'a pas parlé de Quickley. Ah oui. Quickley, avant de passer aux infos du camp d'entraînement. Il n'y a pas énormément à retenir sur Quickley, mais il a beaucoup travaillé sa condition physique, justement, dans le but de s'améliorer en défense, d'être peut-être ce défenseur sur le point d'attaque. Et puis, il veut augmenter son volume de tir à 3 points. On lui a dit qu'il en prenait 7. Il a été étonné que c'était que 7. Il a dit il pense qu'il va pouvoir augmenter ce nombre de tirs jusqu'à 10. Ça serait un bel objectif. Et il a dit que ça serait bien sûr plus des catch and shoots parce qu'il s'attend quand même à avoir moins le ballon en main. Je pense qu'il y a un truc qui ressort de tout ce Media Day aussi, c'est que les joueurs sont vraiment conscients de la hiérarchie dans l'équipe. On l'a tous vu. À un moment, RJ Barrett a dit non, mais il y a BI, on sait qui c'est BI. Et quand il y a BI, on sentait qu'il a dit je sais que j'aurai moins le ballon en main en fait. Ouais. Et je pense que Quickley, ce qu'on a ressenti, c'est exactement la même chose. Il y a
ce sentiment que maintenant, il y a une hiérarchie qui est faite. Brandon Ingram, Scottie Barnes. Et ensuite, derrière, on verra entre RJ et Quickly qui va être la troisième, quatrième option. Et puis ensuite, Jakob Poeltl, il aura juste à... Lui, il n'a pas besoin d'avoir un schéma quelconque pour lui. Il connaît bien son rôle. Ouais. Et je ne l'ai pas mis d'ailleurs, Jakob Poeltl, mais on aurait pu revenir sur ce qu'il a dit. Mais Jakob Poeltl, c'est toujours très pragmatique. Il n'y a pas de grosses déclarations. Ouais. Donc, moi j'aime bien l'entendre parce que lui, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des clichés. Ouais. Il répond comme... C'est une conversation normale et puis il va dire ce qu'il pense. Et puis il est très pragmatique, comme tu l'as dit. Et c'est lui qui avait dit la saison dernière que... on n'allait pas gagner. On n'allait pas gagner. Pour finir en vrac sur le camp d'entraînement, donc le 5 de départ, il est annoncé, on le connaît. Donc ça sera Quickly, Barrett, Ingram, Barnes et Poeltl. Mais on a eu des indications, attention, ce n'est pas définitif, mais c'est nos amis de Raptors République qui ont noté qu'il y avait une équipe avec des maillots gris qui était composée de Shed, Grady Dick, Agbaji, Colin Murray-Boyles et Mamoukelashvili. Donc ces 5-là sont a priori pour l'instant les 5 suivants pour la second unit. Et donc du coup, on aurait Jacoby Walter et Mobo qui seraient en balance. Si la rotation elle va jusqu'à 11, un de ces deux-là aura peut-être un peu de temps de jeu. Sinon, à voir, de toute façon, ça peut changer. Ça se trouve, ce vendredi, il y avait le match inter-équipe et peut-être que ces deux joueurs ont été dans le deuxième 5. Donc, c'est vraiment des petites infos comme ça. À souligner aussi sur ce camp d'entraînement, il y a eu plusieurs interviews de Colin Murray-Boyles. Très, très belle interview avec le Raptors Show où vraiment il a démontré sa mentalité. Il a dit avant tout, il est là pour apprendre. Il veut apprendre. Mais on sait quand même que ce qui a été beaucoup dit, c'est qu'il a déjà physiquement les attributs pour être présent sur un terrain NBA dès sa première année. Notamment, Ingram a souligné qu'il l'avait déjà impressionné physiquement. Ensuite, Agbaji, qui a fait forte impression sur une petite vidéo en défendant sur Ingram. Ouais. Et Ingram a été interrogé aussi. Il a eu que des éloges pour lui sur sa défense. Donc, c'est très intéressant. Et la petite mauvaise nouvelle, c'est que tout l'effectif est au complet, à part Ulrich Chomché, qui était en tenue de ville le premier jour. Pas là le deuxième. La PR des Raptors a expliqué qu'il avait un rendez-vous médical. On n'en sait pas plus. On ne va pas s'inquiéter tout de suite, mais je ne suis pas très fan de cette info. Oui, c'est ça, parce que on a eu de mauvaises expériences dans le passé avec Christian Koloko et même lui-même, je sais qu'il n'était pas là de temps en temps. Et donc, quand on a vu ce qu'il a pu faire pendant Summer League et qu'il ne participe pas aux entraînements du camp, on doit quand même se poser des questions, mais on espère que c'est juste un rendez-vous médical, que ça n'a rien de sérieux, mais on aimerait bien qu'il puisse participer. On ne s'attend pas à ce qu'il joue beaucoup à NBA, ce sera probablement beaucoup de matchs en 9-5, mais quand même qu'il soit là pour participer aux entraînements, qu'il puisse travailler avec les autres au training camp et puis jouer sur le match inter-équipe. Ce serait vraiment important qu'il soit là, mais on n'a pas d'informations. On a l'information qu'il a eu un rendez-vous médical, on ne sait pas pourquoi, et puis on n'a pas eu les détails, donc on espère que ce n'est pas grave et qu'au moment où vous nous écoutez, là, il a repris les entraînements avec les autres. C'est ça, on a essayé d'avoir coach Ceres, mais il n'est pas avec l'équipe, donc il n'a pas plus d'informations ou il ne peut pas en dire plus aussi. Forcément, il y a le secret médical. On se rappelle, hein, dans la période Covid aussi, il ne disait jamais quand les joueurs avaient Covid. Koloko, ils sont restés très évasifs sur sa situation. C'est d'ailleurs sorti par Shams ou Woj à l'époque. Donc voilà, on n'en sait pas plus. On va aller en pause et puis à notre retour, eh bien, on va revenir sur les clés de la saison des joueurs du banc. À tout de suite après la pause. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole. Toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Nous sommes de retour. C'est toujours Franco Raptors sur les ondes de Choc FM 105.1, toujours Mike Laviole et Patrick Bizindavi.
Patrick, on va se pencher un petit peu sur les joueurs du banc. Un banc qui devrait être appelé à jouer quand même beaucoup parce que l'objectif de Darko Rajakovic, c'est de jouer vite et de jouer dur. Donc tout ça, ça implique de se donner, de donner beaucoup d'énergie. On a dit juste avant la pause qu'il y avait un premier 5 de deuxième unité qui semblait se dessiner. On va prendre les joueurs déjà de ce deuxième 5. Et puis tu vas me dire un petit peu, et moi je donnerai mon avis ensuite, selon toi, qu'est-ce que doivent faire ces joueurs-là pour réussir leur saison? Oui, c'est ça. On va parler justement de ce banc-là. Je pense que le banc des Raptors aura beaucoup d'opportunités cette saison à cause justement de Darko qui veut jouer avec intensité. Donc la défense sera une défense intensive, ce qui va diminuer le temps de jeu de chacun de ces joueurs-là. Donc ce sera rapide, vite, et puis faire beaucoup de changements, beaucoup de rotations. Donc ce banc-là aura plusieurs occasions de pouvoir jouer. Et le premier qu'on va parler, c'est Colin Murray Bowles, CMB comme on l'appelle. Lui, c'est un rookie. Et puis, Darko, on lui a demandé justement sur son rôle. Il a dit, le rookie, il ne faut pas beaucoup s'attendre sur ce qu'il peut faire sur le terrain. Mais la meilleure façon pour lui de rester sur le terrain, c'est de défendre. Donc, il a été engagé d'abord pour la défense. Les autres aspects de l'attaque, ça va se travailler au fur et à mesure. On a vu qu'il travaille sur son tir. Mais en tant que défenseur, on a vu ça lors de la Ligue d'été. C'est quelqu'un qui défend très bien et qui peut défendre n'importe quel poste donc sur le terrain. Mais ce que les gens disent de lui, c'est un joueur intelligent qui est à la bonne place au bon moment défensivement. Donc ça va faire qu'il va avoir du temps de jeu. Et puis le fait qu'il soit long, large, et puis qu'il peut aussi monter le ballon. Donc il y aura beaucoup de combinaisons avec lui. Mais la première... donc, le premier rôle de CMB, ce sera la défense. Et donc, comme la défense est le mot d'ordre de cette équipe-là, défense, 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 donc il aura une place. Il aura une place dans la rotation. Après, c'est à lui justement de s'affirmer offensivement, comme finisseur ou autre. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de play qui sera désigné pour lui, mais s'il peut défendre, faire des contres, prendre des rebonds et courir en attaque, il aura sa place. Ça ressemble énormément au rôle de Scottie Barnes lors de son année rookie. Ouais, c'est ça. Là, il ne sera pas dans le 5 de départ, mais c'est un rôle qui semble assez similaire et il aura un très gros rôle à jouer, surtout si Mamou Kelashvili est le remplaçant au poste 5. On sait qu'il a des petites faiblesses en défense. Justement, s'il y a Mamou avec CMB aura ce rôle de colmater un peu les brèches, de vraiment défendre sur... pas forcément sur le meilleur joueur adverse, parce que c'est un joueur qui est très bon off-ball aussi. Il peut tout faire, en fait. C'est switcher, défendre sur le point d'attaque, défendre sur des ailiers. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Pour moi, la clé, quand même, parce qu'en fait, on n'est pas d'inquiétude sur sa défense. Pour moi, la clé, quand même, pour une saison réussie pour lui, ça va être de trouver son rôle en attaque. Savoir, un peu à l'image de Mobo la saison dernière, savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il est vachement en avance sur Mobo, sur la finition au cercle, sur les tirs aussi. Le tir, même si c'est vraiment là-dessus qu'il va devoir progresser. Mais je pense qu'on ne va pas l'attendre forcément dans le tir sur cette première année. S'il arrive à les mettre, ça va vraiment être un bonus. J'ai envie de te dire, s'il est à droit à 3 points, il va avoir le rookie de l'année parce qu'on n'attend pas à ce qu'il soit un shooter du tout. Mais trouver son rôle en attaque et puis... Et en défense, je me fais pas d'inquiétude. Donc voilà pour Colin Murray Boys. On va passons à Ochai Agbaji, qui pour l'instant passe devant Jacoby Walter, visiblement, mais encore une fois, ça veut rien dire. Faut voir, je pense, la pré-saison avant d'avoir une idée beaucoup plus claire. La pré-saison, d'ailleurs, ça commence dès lundi, avec le match à Vancouver contre les Nuggets de Denver. Ça va être... un bon test déjà. Je pense pas que Jokic va avoir énormément de temps de jeu, mais bon, ça va être une première indication défensivement à quoi peuvent ressembler les Raptors. Quelles sont les clés pour une saison réussie d'Ochai Agbaji? Et j'ai envie de mettre une question complémentaire. Est-ce qu'il reste là jusqu'à la fin de l'année? Oui, c'est ça. Agbaji, là, il est éligible à une extension de contrat. Et donc, c'est sûr que les Raptors vont lui donner beaucoup plus de temps de jeu, justement pour évaluer.
Ouais. Mais les 2 saisons qu'il a été avec les Raptors, c'est quand même, il y a beaucoup de positifs. C'est un joueur qui est athlétique, qui peut défendre, et puis il a mis quand même un bon nombre de tirs à 3 points, ce qui a fait que lorsqu'il est sur le terrain, son impact se voit. Donc, la clé de la réussite pour lui, c'est justement d'avoir ce rôle-là en défense. On a vu justement le petit clip de sa défense sur Brandon Ingram. Donc, son aspect athlétique, son positionnement font de lui un bon élément. Mais là, justement, à cause de cette dynamique entre lui et Jacoby, est-ce que les Raptors vont se focaliser sur le développement à long terme avec Jacoby ou bien ils vont avoir une autre combinaison? Là, on ne sait pas. Mais j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui va partir, ce sera probablement Ochai Agbaji et avoir RJ qui reste. Donc, ça va dépendre de beaucoup, les aspects financiers. Mais on aimerait bien qu'il reste parce que c'est un joueur quand même qui, depuis qu'il est aux Raptors, qui a eu un impact direct dans le jeu au niveau défensif. Et en attaque, s'il peut continuer à mettre les 3 points dans les coins, ça sera vraiment un bonus. Mais défensivement, c'est ça qu'on attend de lui. Moi, je pense que la clé, c'est qu'il continue à être à droit à 3 points. Ouais. Parce qu'il était à 38%. S'il peut augmenter à 40%, s'il garde le même... il va vraiment être une vraie menace. Ensuite, il est athlétique. L'équipe veut jouer en contre-attaque. Donc ça, c'est pas un problème pour lui. Je crois que c'était l'un des meilleurs finisseurs en contre-attaque de la saison dernière. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Et moi, j'ai envie de le voir encore progresser en défense. Je trouve qu'il peut être encore plus dur. C'est un truc que je dis depuis un moment. En fait, il a les attributs physiques, mais parfois, je le trouve un peu... Comme il a la longueur, il va un peu laisser de l'espace à son attaquant. Je pense qu'il peut, justement par rapport à ce que les Raptors veulent faire, et c'est bien qu'on l'ait vu face à Ingram, parce que je trouve qu'il le collait, il était dur sur lui. Et aussi, c'est ça qui va être bien, c'est que le fait de défendre sur Ingram à chaque entraînement, ça va le faire progresser. Ah ouais, ça c'est sûr. Il va défendre sur un attaquant de one-on-one élite à chaque entraînement. Et ça, en fait, c'est positif pour Ingram parce qu'il va avoir un gros défenseur sur sa tête pendant chaque entraînement, mais positif pour lui parce qu'il va défendre un énorme joueur aussi à chaque entraînement. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour lui. Mais je pense que c'est ça la clé. J'ai pas envie que la saison dernière, ça soit juste une exception où il était dans une belle... parce que jusque-là, c'était pas excellent à 3 points de son côté. Ouais. Donc il faut pas que ça chute. Mais le point positif, c'est que derrière, il y a Jacoby Walter pour mettre la pression. Il y a aussi Jamison Battle dans un autre registre. Ce qui est bien, c'est que cette concurrence chez les Raptors, elle devrait avoir un effet positif sur tout le monde qui va donner son meilleur. Donc, il y aura forcément des déçus parce qu'il y en a qui ne vont pas pouvoir jouer. Mm-hmm. Et si Agbaji fait partie des déçus, peut-être qu'il sera transféré. Mais à l'inverse aussi, s'il fait partie des belles révélations, il pourrait être transféré aussi contre de bonnes contreparties. Mais il pourrait aussi s'imposer. Pourquoi pas, si ça ne le fait pas avec RJ, il peut aussi s'imposer comme le poste 2 titulaire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui réclame Agbaji titulaire au poste 2. Ça fait partie des possibilités. Et c'est ça qui est vraiment excitant à propos de cette saison des Raptors, c'est qu'en fait, ça peut partir dans plein de sens différents, mais de manière positive, en fait. Si ça marche pas pour RJ, ça peut marcher très bien pour Agbaji, mais ça peut aussi très bien marcher pour Jacoby, et peut-être que c'est lui qui va s'imposer. Donc, en fait, il y a quand même vraiment plein de combinaisons possibles qui font que, même si certaines choses ne marchent pas, la saison peut très bien se passer, et on pourrait, pourquoi pas, comme on le disait à un moment, pourquoi pas RJ qui finalement s'impose en 6e homme, ou il y a vraiment plein de possibilités, et il y aura aussi quand même une deadline en février où il faudra faire quelque chose parce que, comme tu l'as dit, la masse salariale sera trop importante à la fin de la saison. Il va falloir faire quelque chose, mais peut-être que ça sera Garrett Temple qui va sauter ou il faudra qu'ils économisent les millions de toute façon qui sont en trop. Mais ouais, peut-être que ça se portera sur d'autres joueurs où ils se diront « Ok, on veut garder ce noyau. » Bah, du coup, c'est d'autres joueurs qui vont sauter. Mais c'est ça qui va être très, très intéressant sur toute la saison. Il y aura énormément de choses à suivre. Et restez sur Franco Raptors, vous aurez des infos là-dessus tout au long de l'année. On poursuit avec Jamal Shead. Les clés pour une saison réussie de Jamal Shead. Là, Jamal Shead, je pense que c'est bien défini cette saison. Parce que l'année passée, il y avait Quickley.
il y avait un deuxième meneur qui n'était pas Jamal Shead, avec justement le départ il s'appelle comment? Devin Mitchell qui est parti à Miami. Là, c'est clair que Jamal Shead, c'est le deuxième meneur de l'équipe. Donc, il sera dans la deuxième unité et il a montré ce qu'il peut faire l'année passée et durant la Ligue d'été. Mais je pense que là, pour avoir une saison réussie pour lui, ça va être beaucoup plus en attaque. C'est la gestion du ballon, donc minimiser vraiment les pertes de balles parce que s'il perd les balles à l'attaque, là, c'est la contre-attaque de l'autre côté. Et puis, pouvoir mettre ses tirs parce que les gens savent qu'il n'est pas très précis au tir, donc ils vont lui donner de la distance. S'il va commencer à mettre ces tirs-là, donc là, les gens vont s'approcher et là, il pourra pénétrer. Il a aussi développé un petit peu le flotteur. Ça a marché à quelques reprises l'année passée durant la Ligue d'été. Donc, c'est là où, offensivement, il y a beaucoup plus de progrès à faire. S'il parvient à se faire une place en attaque avec sa défense, je pense que ça sera une saison réussie. Mais c'est quelqu'un que les minutes de jeu sont garanties pour lui, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est lui le meneur de la deuxième unité. Et donc, ça fait que son leadership est déjà démontré, même si RJ a dit que l'année passée, il n'était même pas rookie parce qu'il a joué 4 ans à l'université. Puis son leadership, si sa voix est bien reçue. Mais s'il fait ces progrès-là en attaque, je pense qu'il aura une très belle saison avec les Raptors. Ouais, Chet, son profil, il fait penser à Fred VanVleet à l'époque. Pas le profil du joueur, mais le profil du charisme et du leadership. En fait, c'est un joueur qui n'est pas dans les joueurs majeurs, mais qui est déjà un leader. Et on avait la même chose avec Fred VanVleet. Sauf que la grande différence, c'est que Jamal Shead n'a pas encore un tir à 3 points développé. Et je pense que ça va vraiment être le point sur lequel, je ne dis pas qu'il va devenir un joueur à 40% ou à 38%, mais il faut qu'il devienne une menace au moins respectée. Comme tu dis, pour l'instant, les joueurs ne vont pas sortir sur lui. Je pense qu'il va avoir beaucoup d'actions où il n'aura pas forcément la balle en main. Parce qu'avec cette seconde unit, comme on l'a dit, il y aura toujours au moins 2 titulaires avec les remplaçants qui, je pense, auront le ballon en main. Notamment RJ et Quickley qui auront moins le ballon en main quand ils seront avec les titulaires, mais qui l'auront probablement plus quand ils seront avec les remplaçants. Il va falloir voir le rôle de Jamal Shead sans ballon. Avec ballon, je ne me fais pas de soucis. Comme tu dis, quand même, il faut qu'il diminue les pertes de balles. Mais il a quand même progressé là-dessus. C'est un joueur qui est quand même intéressant en pénétration, malgré sa taille. On se rappelle le panier presque de la victoire contre Chicago. Le flotteur, il le développe. Mais ouais, ça va être ça, je pense, ce tir de loin qu'il va falloir qu'il devienne plus régulier. Et puis défensivement, il va falloir qu'il continue vraiment à être une peste sur le porteur de balle, à provoquer des fautes sur les écrans. Il a expliqué que c'était Devin Mitchell qui lui avait appris parce qu'il a passé un peu l'été avec Caruso. Il a été interrogé là-dessus. Il a dit non, ça, c'est pas Caruso qui m'a appris ça. Bah oui, de toute façon, c'était logique puisque Caruso, il l'a vu après la saison. Cette question, elle était un peu ratée à ce moment-là. Je sais plus qui l'a posée, on va pas le pointer du doigt, mais très intéressant ce qu'il a appris de Devin Mitchell. Et ouais, cette adresse à 3 points, pour moi, elle est fondamentale. Et le reste, je suis confiant par rapport au fait de faire tourner l'équipe. Il a l'air il est déjà très, très respecté par ses coéquipiers, même les plus âgés. Donc, ça, c'est vraiment de bon augure. On passe à Grady. Grady, quelles sont les clés pour lui pour qu'il réussisse sa saison? Les clés de Grady, ce sera sa contribution en défense. Parce que l'attaque, quand même, la saison dernière, il n'a pas joué tous les matchs. Il a été absent pendant longtemps. On sait qu'il a été engagé pour sa précision au tir. L'année passée, il a montré d'autres aspects offensifs aussi, où il peut pénétrer, il peut faire des cuts, Mais là, donc le problème avec Grady, c'est sa défense. Parce que chaque fois qu'il est sur le terrain, l'équipe adverse va toujours le pointer et l'attaquer. Donc, ça a été vraiment l'importance justement, en venant ici au studio, on regardait l'entrevue qu'il a fait. On voit qu'il a beaucoup travaillé sur son corps. Il le dit, il est plus musclé. Et donc, c'est sûr que même Darko l'a dit, il veut avoir beaucoup plus d'efforts défensivement. Comme RJ, on ne demande pas à ce qu'ils soient des défenseurs comme OG ou Kawhi, mais s'il fait une défense passable, là, il aura réussi sa saison.
en plus de son implication en attaque, où il va mettre les tirs, il va pénétrer, il va faire des cuts. Ça, c'est son jeu, ça, c'est normal. Mais la défense, vraiment, c'est ça qui va faire à ce que ça soit une saison réussie ou pas. Et justement, on parle de la compétition. Le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui peuvent prendre sa place, il a intérêt à bien défendre pour qu'il puisse rester sur le terrain. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir ce que Grady va faire. Et puis, Grady aussi, il est éligible à une extension de contrat pour sa 4e année. Et donc, ça va beaucoup influencer sur justement ces négociations par rapport à l'extension au-delà de la 4e année avec les Raptors. Donc, il doit vraiment performer. Je pense que c'est clair et net. J'ai rien à rajouter. Grady dit que c'est la défense s'il veut rester sur le terrain. Le discours de Darko Rajakovic est défense, défense, défense. Ouais. Donc, clairement, Grady, il a pris du muscle. Il y a des retours positifs sur son engagement. Il a toujours été engagé en défense. Hein. L'année dernière, on l'a souligné plusieurs fois. Ouais. Le problème, c'était pas ça. C'est juste que, comme tu dis, il se faisait rentrer dedans physiquement et il était ciblé par les attaques adverses qui allaient marquer de manière régulière sur lui, en fait. Donc, va falloir trouver un moyen de ne pas être négatif. C'est ça, quand tu dis ne pas être... c'est ça, c'est avoir un impact neutre, en fait. Ne pas être un point négatif sur le terrain. Les questions, c'est que si la second unit, il y a déjà Mamukelashvili, derrière, il ne faut pas que Grady soit négatif, en fait, parce que il va falloir gérer, faire en sorte qu'il n'y ait pas les deux ensemble sur le terrain. Le problème, c'est que les deux apportent ce spacing qui pourrait être vraiment intéressant sur la second unit. Et j'ai envie de voir une meilleure adresse à 3 points aussi, malgré tout, pour les clés de la réussite de sa saison. Mais je pense qu'elle va arriver parce qu'il va prendre des tirs moins compliqués. La saison dernière, c'était pareil, expérimental pour lui. Il a pris énormément de tirs dans différentes positions, des tirs très compliqués. D'ailleurs, en début de saison, il les mettait, hein, il était sensationnel. Ouais. Hein. Sur les premiers mois, on se disait « Oh, mais Grady, il peut être All-Star » ou « C'est comment ?» Tourné à 20 points, je ne sais plus. Il a fini la saison avec 14, c'est déjà bien. Malheureusement, il a été blessé, donc on ne l'a pas vu. C'est ça aussi l'une des questions. C'est que quand l'équipe a été meilleure en défense, c'était sans Grady Dick. Ouais. Donc là, c'est l'une des grandes questions. Est-ce qu'il va pouvoir avoir un impact dans cette défense des Raptors qui est devenue bonne? De toute façon, c'est la question pour plein de joueurs qui n'étaient pas régulièrement là. Brandon Ingram, Mamou qui n'était pas là, Brandon Ingram qui n'était pas là, Grady, tous ces joueurs, est-ce qu'ils vont réussir à participer à cette défense et à faire en sorte que cette défense reste de haut niveau pendant tout le match? Donc ça va être super intéressant. On va avoir des indications dès les premiers matchs, je pense, de l'utilisation de Grady en défense. On sait que c'est un joueur intelligent. Quand il n'a pas à défendre sur le porteur de balle, lui aussi, c'est un peu comme je disais pour Ingram tout à l'heure, il a des longs bras, il est capable de lire les trajectoires. Donc ça va être intéressant, mais c'est vraiment ça, au-delà de ce 5 de départ et de la second unit, c'est est-ce qu'on aura à chaque fois sur le terrain des joueurs capables de contenir le porteur de balle? Et c'est la question qui se pose avec le 5 de départ. Je pense qu'elle se pose moins avec la second unit parce qu'il y aura des Colin Murray Boys, il y aura des Jamal Shed, il y aura pourquoi pas des Jacoby Walter, il y aura certainement Scotty qui sera avec la second unit. Donc il y aura de quoi faire. Mais après, voilà, pour rester sur le terrain, il va falloir qu'il soit efficace défensivement ou au moins pas négatif. On enchaîne avec le dernier joueur de cette second unit pour l'instant, Sandro Mamukelashvili. C'est pas si compliqué à prononcer que ça au final, mais on va l'appeler Mamou, je pense. Ça ira plus vite quand même. Ou Sandro. Ou Sandro, c'est ce qu'il a dit dans l'interview avec le Raptors Show. Quelles sont un peu les clés pour lui? Oui, c'est ça. On a même posé la question à Yak, justement sur la relation entre lui et Sandro. Et puis il a dit que c'est la même chose que sa combinaison avec Olynyk. C'est vrai. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes attributions que Yak, donc ce sera un peu différent, mais il est limité par la taille. Il est limité par la taille, donc en défense, s'il est contre la deuxième unité de l'autre côté avec des gros centres, ça va être compliqué, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va défendre sur le centre, et lui, il peut faire autre chose. Mais ce qu'il va apporter, justement, c'est l'espace au niveau de l'attaque, parce que il y a un match l'année passée, quand il était à San Antonio, il a mis une dizaine de 3 points, là, il était en feu. Et donc, ce sera son rôle à lui, c'est de vraiment créer l'espace.
Et donc, si c'est un joueur qui a été amené pour créer l'espace, il faudra qu'il mette ces tirs-là. Parce que l'espace, il faut que ces tirs puissent entrer. Mais sinon, il est aussi assuré d'être le pivot remplaçant. Oui. Donc, son poste est assuré. Donc, il sera sur le terrain. Mais ça va être... la clé de la réussite, ce sera pour lui justement d'être précis au tir, parce que ce sera son rôle à lui de pouvoir créer l'espace et puis de faire ce qu'il peut faire défensivement, mais qu'en attaque, il peut justement créer cet espace. Mais c'est quand même un bon joueur. Il a bien joué le tournoi FIBA en Europe. Oui. Il a été très bon avec la Géorgie. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une continuité par rapport à son rôle aux Raptors. La clé pour lui, je pense que ce sera la réussite au tir. Ouais. C'est ça, même si défensivement, il apporte pas autant que les autres, s'il met ses tirs, il va créer tellement d'espace que... De toute façon, j'ai l'impression que Darko l'apprécie beaucoup. Il l'a dit, c'est un des joueurs que lui, il voulait dès l'été. Quand on lui a parlé de lui, il a dit... les Raptors n'ont pas fait beaucoup de recrues. De toute façon, c'est la seule recrue en vrai. C'est le seul joueur signé en tant qu'agent libre, sans compter les Olivier Sarr, Roddy et tout ça, mais qui ne sont pas des joueurs. On va voir s'ils vont rester dans l'effectif, mais il y a très peu de chances. Donc, on va voir. Il faut qu'il mette ses tirs. Il est capable de driver. Il a un peu un dribble aussi. Il l'a expliqué dans le Raptor Show où ils lui ont posé des questions sur comment il a développé son jeu et tout. Il a expliqué que ce qui est bien, c'est que dans les pays de l'Est, en fait, les coachs n'enferment pas les joueurs dans une catégorie. Il a dit, même s'il était plus grand que les autres déjà quand il était petit, il le faisait dribbler, il le faisait jouer meneur. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'offensivement, il peut apporter beaucoup. Et après, il faudra qu'il limite les dégâts en défense. Mais je pense qu'il y a moyen de l'entourer de joueurs qui sauront un petit peu le cacher. Comme tu dis, je pense qu'un Colin Murray Boys à ses côtés peut défendre sur le centre. On peut l'imaginer aussi dans une rotation où c'est Scottie Barnes qui va prendre le centre. Ouais. Moi, je vois bien un 5 de second unit avec vraiment que des shooters autour de Scottie. Ça serait maximiser son jeu. Tu vois, une seconde unit, par exemple, avec... on pourrait mettre... j'aime bien Jacoby Walter parce qu'il shoot bien, mais disons Quickly avec Agbaji. Ouais. Grady Dick. Grady, mais non, parce que je veux que des bons défenseurs. Ouais. Je veux des bons défenseurs en dehors de Mamou. Donc, il y a déjà Quickly. Donc, Quickly, Agbaji, pourquoi pas Jacoby Walter, Mamou. Donc, ça fait 4 joueurs qui peuvent tirer de loin, plus Scottie qui défendrait sur le centre et une équipe qui joue très rapidement. Ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Ou à l'inverse, une très grosse défense autour de Mamou avec pourquoi pas Mobo, pourquoi pas CMB. Vraiment mettre l'équipe de gros défenseurs autour de lui. Après, il faut voir comment ça se débrouille en attaque, mais il y a vraiment des possibilités. Même mettre, pourquoi pas, Brandon Ingram avec lui et avec 3 gros défenseurs. Comme ça fait quand même 2 scoreurs et plus 3 gros défenseurs. Mais en fait, vraiment, il a l'embarras du choix, Darko. Et il doit quand même se frotter les mains en se disant je peux faire beaucoup d'essais. C'est un bon problème à avoir. Après, ou bien carrément le mettre en défense de zone. En défense de zone, on n'en a pas parlé non plus. Ouais, c'est vrai que Darko n'en a pas fait beaucoup sur ses premières saisons, mais ça reste un coach européen qui, normalement, devrait savoir gérer ça. Mais ça, c'est l'un des points intéressants. On n'a pas beaucoup vu de défense de zone avec Darko Rajakovic. Donc, c'est ça. Affaire à suivre. Et puis, en pensant justement à ce banc-là, le fait qu'il y ait beaucoup de remplaçants, ça va être un avantage au back-to-back. Parce que ça, c'est l'une vraiment des faiblesses des Raptors. Et, la saison dernière, même la saison d'avant, c'était difficile de jouer en back-to-back. Soit ils gagnaient le premier, ils perdaient le deuxième. Mais si tu sais qu'il y a des joueurs qui peuvent être disponibles le premier match et d'autres qui vont être disponibles le deuxième, là, il va demander aux joueurs qui sont sur le terrain de faire un effort, sachant qu'ils ne vont pas jouer le lendemain. Et donc, avoir un Agbaji le premier match et puis Jacoby au deuxième. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui se passe avec les joueurs du banc parce que c'est une longue saison. 82 matchs, c'est très long. Donc, on va voir ce qui va se passer en tout cas. On va prolonger ce banc avec Jacoby Walter. Quelles sont les clés d'une saison réussie pour lui? Lui, c'est d'abord la santé parce que l'année passée, il a été blessé. En début, justement, c'était durant le training camp où il a été blessé. Il est venu un peu plus tard, mais la progression, ça a été énorme. Ça a été énorme ce qu'il a pu faire pendant la saison. Et là, on a vu justement pendant la Ligue d'été ce qu'il peut faire. Donc,
physiquement, il a pris du muscle. Et puis, c'est un joueur qui peut défendre. Et puis, en attaque, qui peut aussi créer. Il n'a pas peur du tout. L'année passée, c'était comme s'il n'était pas un rookie. Mais je pense que la clé de la réussite pour lui, c'est de pouvoir se créer une opportunité d'être sur le terrain. Ouais. Avec la concurrence sur son poste, ça va être très difficile. Donc, il faut vraiment un effort double pour qu'il soit présent sur le terrain. Et puis que lui, quand même, c'est sa deuxième année. Je pense qu'il a encore du temps devant lui de développement. Mais lui, c'est vraiment être efficace au moment où il entre sur le terrain, qu'il puisse faire un impact direct, que ce soit défensivement ou en attaque. Mais je pense que ce sera ça, de se trouver du temps de jeu à cause de la concurrence qui est là. Mais quand il est sur le terrain, moi, je n'ai pas de problème avec lui. La défense pendant la Summer League, c'était énorme. Il mettait vraiment beaucoup de pression sur le porteur de ballon. Plusieurs fois, on a vu lui et Jamal Shead qui ont fait commettre des pertes de balles à cause des 8 secondes de l'autre côté parce qu'ils mettaient vraiment la pression sur le meneur de jeu. Donc, ça va être ça. Donc, dès que il entre sur le terrain, qu'il puisse être comme un Chris Boucher, avoir un impact direct, l'énergie offensive et puis en défense aussi. Je pense que là, il pourra avoir une bonne saison. S'il peut être un impact direct dès la sortie du banc, je pense que ce sera bon pour lui. Pour moi, la clé pour une saison réussie, je vais aller dans le prolongement de ce que tu dis, c'est de faire transférer Agbaji à la trade deadline. C'est tout, en fait. Ouais, c'est ça. S'il démontre, comme tu dis, chaque fois qu'il est sur le terrain, qu'il peut faire la même chose qu'Agbaji, voire en mieux, parce que j'en ai parlé, Agbaji, il est moins agressif sur le porteur de balle, et ce que fait Jacoby Walter, c'est totalement dans la lignée de ce que Darko veut. Donc forcément, Agbaji part avec une longueur d'avance, parce que c'est une année charnière pour lui. On ne sait pas s'il va être transféré. Il faut lui faire gagner de la valeur ou lui faire démontrer qu'il mérite d'être dans cette équipe. Parce que gagner de la valeur, c'est bien. Mais si le joueur il a trop de valeur, des fois, ça ne sert à rien de le transférer. S'il t'apporte énormément. Mais pour moi, une saison réussie de Jacoby Walter, ça va être de démontrer je suis meilleur que Ochai Agbaji. Je vais apporter plus que lui. Dès que je suis sur le terrain, vous allez voir la différence. Et pour moi, c'est juste ça, en fait. Et par rapport à tout ce que tu as dit, c'est je rentre, je montre que et les gars, je suis là en fait. Il y a pas à réfléchir entre moi, Ochai ou même Grady. Ouais. Même Grady, attention, Grady n'a pas sa place assurée. Il part avec une longueur d'avance parce que c'est un lottery pick comme on dit, parce que l'équipe compte beaucoup sur lui, parce que offensivement, je pense qu'il a un talent qui est bien supérieur à Agbaji et même à Walter, qui a quand même encore des problèmes pour mettre le ballon au sol, pour dribbler. C'est pas un joueur qui va aller en pénétration ou quoi. Il a des feintes, s'il est bien servi sous le cercle, il va provoquer des fautes. Mais dans le drive, il a des limitations. Et comme on dit, maintenant, quand tu es un bon shooter à 3 points, ce qu'il faut, c'est attaquer les close-out. Et ça, c'est peut-être là où il part avec une longueur de retard sur Grady, qui a la finesse et la technique, et sur Agbaji qui a les qualités athlétiques. Agbaji, lui, il feinte, le gars part en l'air, il va tout droit au cercle. Alors que Jacoby Walter, il y a encore ces questions-là à propos de sa finition. Donc, il part de derrière pour l'instant, mais une saison réussie, ça serait de passer devant un des deux. Pour moi, c'est vraiment ça, les clés de la réussite de Walter. Et s'il ne le fait pas cette année, comme tu as dit, il est encore jeune et ça peut être l'année prochaine encore pour lui. Il ne faudra pas non plus s'inquiéter si la saison de Jacoby n'est pas au niveau des espérances. Mais moi, vous le savez, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il peut se faire sa place dès cette année. Et comme on l'a dit juste avant, il faudra surveiller RJ Barrett, comment ça se passe dans ce 5. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment bouché sur les ailes. Pour pas trop s'étendre, on ne va pas aborder Battle et AJ Lawson. On va s'arrêter sur Jonathan Mobo. Parce que je pense qu'on va aller jusqu'à 12 joueurs, les 12 qui peuvent prétendre. Les autres, peut-être, ils arriveront à se faire leur place et on en parlera plus tard dans la saison. Mais Jonathan Mobo, comment il peut réussir sa saison et arriver à grappiller du temps de jeu dans cette équipe? C'est ça, ce sera ça le défi, justement, avoir du temps de jeu. Mais je pense que par rapport à l'année passée, là, il va retrouver sa position naturelle. Je pense qu'il va jouer peut-être au 4 parce que le poste 5 est déjà fait. Donc, pouvoir solidifier sa présence défensive, quand même, c'est quelqu'un qui a une taille qui s'impose, qui peut prendre des rebonds, qui peut défendre même 3, 4 et 5. Donc, je pense que sa présence, ça va être vraiment
au niveau de la défense. Et au niveau de l'attaque, sa faiblesse, c'est bien sûr au tir, mais qu'il soit vraiment très efficace sous l'anneau. Ouais. Donc, le nombre de dunks, c'est ça sa spécialité, justement, attaquer l'anneau. Ce sera vraiment être plus agressif et de se positionner, justement, par rapport à ce ballon qui circule, d'être le finisseur de l'équipe. Mais le défi, c'est justement avoir le temps de jeu à cause d'un banc qui est très profond, où il faudra vraiment que soit il y a une blessure, que ce soit un back-to-back. Lui aussi, c'est la même chose que Jacoby, c'est tu entres au jeu, il faut que tu fasses un impact tout de suite et que ta présence soit quelque chose qui change l'énergie du jeu. Défensivement, je ne pense pas qu'il y ait un problème. C'est au niveau de l'attaque où il va vraiment trouver donc sa position et puis qu'il soit un bon finisseur. Les tirs, je ne pense pas que ça soit important pour lui qu'il soit un stretch. Mais s'il peut faire ça, faire un impact en un peu de temps, parce qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, ça sera plus important pour Mobo. Ouais, tu as tout dit encore une fois. Mobo, ça va être en attaque qui va devoir gagner du temps de jeu parce que défensivement, on sait qu'il sera là. De toute façon, c'est vraiment sa force. Il a montré déjà l'année dernière qu'il avait un impact assez important déjà en défense. Donc, j'attends à ce que offensivement, il soit plus efficace au cercle parce qu'il n'a pas été efficace la saison dernière. Je crois le chiffre, il est abyssal. Hein. Je crois que c'est quelque chose comme autour de 40%. Et au cercle, on sait que c'est pas... Au cercle, tu dois être à plus de 60. Bah ouais. Normalement, quand tu es un intérieur. Yak, lui, tous les tirs, il est à plus de 60%. Au cercle, il doit être à 70. Ouais. Mais il faut qu'il arrive à trouver vraiment sa finition. Et puis, s'il arrive à participer au jeu d'attaque dans son jeu de passe, il a montré des choses. Il a fait le triple-double à la fin de la saison. Il en a fait 2 de suite, je crois. Ouais. Il a fait, Donc, pourquoi pas aussi trouver un peu son jeu sur le short roll, c'est-à-dire quand il fait l'écran, s'il est servi, attaquer le cercle, trouver ses coéquipiers. Ça, il peut aussi le faire. Il a quand même l'intelligence. Mais malgré tout, ce que je note, c'est qu'il y a quand même un profil similaire à Colin Murray-Boyles avec un talent qui est beaucoup moindre. Ouais. Donc, beaucoup moins important, qui est moindre. Donc, on va voir. Mais je pense que, comme tu dis, c'est une saison longue. Il y aura forcément des blessures. Il y aura des back-to-back. Il y aura des moments où on va vouloir reposer les titulaires. Donc, il aura certainement des chances. Et comme tu l'as dit, il faudra qu'il soit efficace dès son entrée sur le terrain. Ce sera la clé pour lui de montrer que vous pouvez compter avec moi et je suis un joueur important de cette équipe. Pour finir, un joueur qui va probablement pas beaucoup jouer avec les Raptors, on espère déjà qu'il va avoir la santé. On finit avec notre Ulrich Chomché. Ouais. On va pas lancer le jingle instant Chomché, on va faire ça rapidement. Mais pour toi, quelles sont les clés d'une saison réussie de Ulrich, donc avec les 905 et avec les ça petits sera, Raptors. je pense que d'abord, on en a parlé en début d'émission, c'est la santé. Parce que l'année passée, il n'a pas pu terminer la saison. Donc, pour lui, la réussite, c'est de vraiment terminer la saison. Et d'être là. Et puis, on a vu des flashs pendant la Ligue d'été de ce qu'il peut faire. Mais pour lui, c'est beaucoup plus la progression, comprendre le jeu, comprendre sa position. Parce que offensivement, il est limité à ce qu'il peut faire. Donc, on ne s'attend pas beaucoup que la balle passe par lui offensivement, mais défensivement, qu'il soit présent. Les contres, les rebonds. Et puis, on a vu durant la Ligue d'été, il peut courir. Oui. Donc, s'il lance la balle, il peut courir et être présent à la finition. Ça, ce serait bien. Et puis, pouvoir un peu se solidifier. Donc, ce sera sa deuxième année. Parce que c'est très difficile pour lui de pouvoir. Il n'est pas passé par le collège. Il est venu directement de la Ligue NBA en Afrique. Et donc, de pouvoir comprendre cette culture-là du basketball nord-américain, je pense qu'il va solidifier sa saison. S'il est présent, si je fais une bonne saison dans le fight, pourquoi pas ne pas avoir un prix comme meilleur défenseur il n'était pas loin le peu de matchs qu'il a joué l'année passée. Donc, pouvoir se solidifier et puis penser à l'année prochaine comme un joueur clé dans la rotation NBA. Je pense que ce sera une réussite pour lui. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais dire, il faut qu'il fasse une saison énorme défensivement chez les 905. Se rapprocher du titre de défenseur de l'année, ça serait le Graal. Mais vraiment, je pense qu'il doit défensivement s'imposer comme
l'un des tout meilleurs de la G-League. En attaque, ça va arriver petit à petit. Je pense qu'il a le temps. Il va se développer petit à petit avec Justin Ceres, avec tout le staff des 905. Mais vraiment, c'est là où il pourrait montrer qu'il pourrait être utile avec les Raptors défensivement. Parce que, ensuite, s'il joue un petit peu en NBA, s'il apporte défensivement, en attaque, les autres vont le trouver en finition au cercle. Bon, ça, il faut qu'il l'améliore aussi. Mais si tu le trouves, si tu attires des prises à deux, tu trouves Ulrich Homsche, il va dunker, il va finir des alley-oops, il va poser un écran, tu lui fais la passe, il va tenter de finir au cercle, il va provoquer des fautes. Donc ça, on l'a déjà vu le faire. Bien sûr, il va s'améliorer là-dessus. Comme tu dis, il a développé les fondamentaux lors de ses années avec la NBA Africa League, mais là, il développe vraiment son arsenal offensif. Pour l'instant, on ne s'attend pas à ce que ça devienne, comme Joe Tuomu avait pu nous le dire, un Joel Embiid avec tous ses moves et tout ça, mais on sait que ça peut arriver petit à petit au fil du temps, mais ça, c'est pas ce qu'on va attendre de lui maintenant. On va attendre de lui à ce qu'il soit solide en défense et qu'il finisse au cercle, tout simplement. Qu'il fasse les écrans, qu'il roule au bon moment. Je pense qu'il doit progresser dans les timings quand il fait le rôle, mais on a déjà vu du mieux à la Summer League. Voilà, pour Ulrich, c'est ça. La barre n'est pas très haute, mais il va falloir quand même progresser. Il va falloir montrer du mieux. C'est l'année 2. Il va s'approcher de ses 20 ans. Il est encore très, très jeune. Il va avoir 20 ans en décembre, je pense. Parce qu'il est de la fin d'année. Donc, il a encore tout l'avenir devant lui. Mais malgré tout, on sait que ça va très vite en NBA, les prospects. On ne te donne pas 4 ans pour te développer si tu ne montres rien. Il utilise quand même un contrat two-way. Donc, malgré tout, c'est quand même un investissement de la part des Raptors. Il va falloir que ça progresse, mais s'il a la santé, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il bosse dur et puis c'est quelqu'un qui a des ambitions. Il veut être un franchise player. Donc, sur son éthique de travail, il n'y a pas d'inquiétude. C'est juste qu'il soit présent, qu'il ait la santé, puis le reste, ça va venir avec le temps. Eh bien, parfait. Le temps, on l'a bien utilisé aujourd'hui. On va se laisser là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Franco Raptors sur Choc FM 105.1 avec Mike Laviole et avec Patrick Bizindavi tous les samedis à 13h. Ne nous oubliez pas. Merci à toi, Patrick. Merci beaucoup, Mike. Merci à tout le monde qui nous écoute ou qui nous regarde sur YouTube. Donc, on sera avec vous. Là, c'est parti. Toutes les semaines, on est avec vous. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! Let's go Raptors!